est née à la tribu de Naketi, mais revendique un métissage comme celui qui fonde de nombreuses familles, tant kanaks que calédoniennes. Le nom qu'elle porte résonne dans les vallées de Kanala, un nom de lutte, un nom de guerre, un nom qui par ailleurs faisait frémir les Nouméens et les Broussards dans les années de plomb que le pays a connues. Seule femme signataire des accords de Matignon, ultime témoin vivant de la délégation du FLNKS qui a signé les accords de paix, elle a choisi aujourd'hui de transmettre afin que les générations qui se suivent ne perdent pas la mémoire. Caroline Machoro, bonsoir. Vous êtes la petite sœur d'Éloi Machoro, qui est une figure emblématique des événements, partisan de la lutte armée, au point d'incarner celle-ci par le bris d'une urne lors des élections de 1984. Vous êtes tous les deux militants de l'Union calédonienne. Est-ce que vous êtes alors d'accord pour cette option, ce parti pris de la violence? Alors, parti pris de la violence, en fait, c'est une décision, effectivement, politique, hein, une décision qui a été prise à ce moment-là. Ça a peut-être dégénéré ensuite, mais l'objectif et la stratégie, c'était de s'attaquer à tout ce qui touchait aux forces coloniales, en fin de compte. Hein. Bon, qui était incarné par l'armée, par les gendarmes, par ce genre de personnes. Mais il n'était pas question, effectivement, de toucher aux biens privés des populations. L'histoire de l'urne, c'est que le FI de l'époque, Front indépendantiste, était contre, effectivement, s'est insurgé face au statut Lemoine, qui a été considéré à ce moment-là comme un reniement de la France, encore une fois, par rapport à une parole donnée au peuple kanak, notamment avec l'ouverture que nous avions donnée en ce qui concerne déjà à ce moment-là le corps électoral, donc l'ouverture que le peuple concerné avait faite vis-à-vis des victimes de l'histoire. Comment sont les rapports à l'époque entre Jean-Marie Tjibaou et Éloi Machoro, avec le premier dont on dit qu'il est plus dans la diplomatie, qu'il est plus politique, et votre frère Éloi qui, lui, choisit d'aller au-delà? Comment ils sont les rapports? Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, ce qui s'est passé en 84, comme ce qui se passera ensuite en 88, ce sont des décisions politiques qui sont prises, d'ailleurs, d'abord au sein du bureau de l'Union calédonienne. Dans ce bureau de l'Union calédonienne, Jean-Marie Tjibaou est le président et Éloi Machoro est le secrétaire général. Et donc, ce sont des décisions collégiales qui sont prises à ce niveau-là, avec une organisation, une stratégie qui est mise en place. Jean-Marie Tjibaou étant celui qui négocie, qui discute, et Éloi Machoro, celui qui crée sur le terrain un rapport de force qui permet effectivement à Jean-Marie Tjibaou de pouvoir aller loin dans les négociations qu'il mène avec notamment le gouvernement français. Pendant ces événements, il y a le fameux épisode de Thio. Qu'est-ce qui s'est passé réellement à Thio? On a vu des gens partir, où on a vu votre frère avec tout un ensemble de militants indépendantistes qui marchaient dans les rues. Ça avait beaucoup marqué les gens à l'époque. Qu'est-ce qui s'est passé véritablement? Alors, ce qui s'est passé, l'objectif, c'était effectivement une conquête. C'était une guerre, on était en guerre. Enfin, c'était une guerre de reconquête de notre pays qui était colonisé par l'État français. Et donc, l'épisode de Thio, c'était déjà la base où se trouvaient Éloi et ses soldats, on va dire ça comme ça, puisqu'on était en guerre. Et donc, à partir de là, il rayonnait sur l'ensemble du pays. Mais les mouvements ne se passaient pas qu'à Thio. Hein. Il y avait aussi des barrages sur la côte est, sur la côte ouest. Il y avait des choses qui se passaient. Mais on a le souvenir d'Éloi Machoro en chef de guerre qui marche avec ça. Qui marche, et aussi l'autre chose aussi qui était une autre stratégie, un autre objectif aussi de ces mouvements, c'est que par rapport à ce reniement de la parole donnée de l'État, il fallait, le peuple kanak et sa lutte étaient considérés comme rien, n'étaient pas considérés en fait. L'État faisait ce qu'il voulait et on n'avait pas de relais, pas vraiment de relais pour nous soutenir à l'extérieur. Et donc, avec les événements de 84, avec tout ce qui s'est passé à Thio, effectivement, notamment quand Éloi Machoro a pris en otage tout un escadron de gendarmes, ça a permis quand même, ça a fait bouger l'opinion internationale. Et c'était aussi un objectif. Que l'opinion internationale puisse être au courant de ce qui se passe ici et qu'elle fasse bouger en fait le gouvernement français. Dès l'instant où l'opinion internationale était au courant qu'un peuple opprimé existait dans cette colonie française, forcément le gouvernement français ne pouvait pas continuer à se comporter
comme il l'avait fait jusqu'à maintenant, jusqu'à présent avec le peuple kanak. D'où effectivement le fait qu'à Thio, on l'a beaucoup vu Éloi, parce que c'est là-bas que venaient les journalistes du monde entier, français et d'ailleurs, et où il a fait pas mal d'interviews, où il a effectivement, ça lui a permis d'effectivement de dénoncer aux yeux du monde ce qui se passait réellement ici. Alors on a dit à l'époque que la mort d'Éloi Machoro, parce qu'il a payé, il faut le rappeler, de sa vie ce combat, elle avait été décidée évidemment au plus haut sommet de l'État, mais il a été dit qu'elle n'avait pu être décidée qu'avec l'aval peut-être des instances de certains responsables de l'Union calédonienne. C'est une rumeur que vous confirmez ou qui est complètement fausse? C'est une rumeur qui est complètement fausse, comme tout ce qui a été écrit par la suite sur Éloi Machoro, c'est complètement faux, effectivement. Bon, je ne vais pas dire qu'il y a peut-être eu, je dirais plutôt qu'il y a eu des, effectivement, comment on peut dire ça, ça a été effectivement décidé au plus haut sommet de l'État, forcément, mais avec effectivement un accord, non pas des indépendantistes, mais je ne vois pas l'intérêt d'ailleurs à ce que ça se serait passé comme ça. Peut-être qu'il devenait incontrôlable, c'est ce qu'on avait dit à l'époque. Non, il n'était pas devenu incontrôlable parce qu'en fait c'était... Je parlais d'une stratégie, en fait, comment on peut appeler ça, en fait. Je ne connais pas les termes guerriers pour expliquer une avancée d'une armée, parce que c'était le cas, hein. Mais en fait, par exemple, à la fois, c'était la suite de Thio, puis après la fois, l'idée, c'était de rentrer sur Nouméa, quoi, mais déjà de prendre la foi aussi. Et c'est là où il a été trop loin, c'est là où, effectivement, pas pour nous, les Kanaks, pas pour... voilà, ça fait partie, ce genre de bruit, là, ça fait partie de beaucoup de rumeurs qui ont circulé sur effectivement le fait qu'Éloi n'ait pas été contrôlable, sur le fait aussi qu'on a même eu des problèmes où la famille a été obligée par rapport à des accusations à l'intérieur même de l'UC, où la famille quand même était obligée de sortir de sa réserve. Quelle sorte d'accusation? D'accuser Jean-Marie Tjibaou aussi de certaines choses. Et nous, il a fallu qu'on contredise tout ça et qu'on le dise clairement que non, ce n'était pas du tout le cas. Juste un mois avant la mort d'Éloi Machoro, il y a le fameux guet-apens de Tiendanit où Jean-Marie Tjibaou va perdre 2 frères et il y aura 8 autres personnes tuées. Comment vous réagissez à ce moment-là? Qu'est-ce qui se passe? Et quand vous disiez tout à l'heure que l'État français était sourd à vos revendications, est-ce que là, vous vous êtes dit peut-être que ça va... ils vont se rendre compte de ce qui se passe? Sur le coup, personnellement, moi j'étais une petite militante à ce moment-là, je ne pense pas comme ça, je suis simplement... C'est un coup dur, très dur. 10 personnes d'un coup, et 10... bon, vous avez parlé des frères de Jean-Marie, mais les autres, c'était des cousins. Pour nous, ce sont les frères de Jean-Marie, c'est tous les hommes de la tribu Tiendanit. Il y a Loulou, son petit frère, que je connais très bien aussi. C'est un coup très dur, c'est triste. On a effectivement plus envie de se venger qu'autre chose. Mais déjà, là, on a perdu quelque chose, on est complètement perdu. Et de plus de la manière dont les choses se sont passées, un guet-apens, comme vous l'avez dit, un massacre en fait, un massacre. Et il fallait, sur les personnes qui étaient concernées et qui se déplaçaient à ce moment-là, il ne fallait surtout pas laisser aucun survivant. Et donc il y en a eu quand même, mais qui ont été blessés, il y en a eu quand même qui ont été marqués par ça pendant toute leur vie. Et c'était vraiment horrible, la manière dont ça s'est passé. On enterre nos morts déjà et on est abasourdi, d'autant plus qu'on entend, c'est pratiquement tous les hommes de la tribu de Tiendanit. Il y a les enfants, les femmes, les veuves qui restent, il n'y a plus personne. Et au jour de l'enterrement, effectivement, on entend les femmes frapper sur les cercueils, pleurer, crier. C'est terrible de perdre d'un seul coup un mari qui a été massacré. Je dis bien massacré, hein, c'est pas une des morts... normal. Vous pensez que Jean-Marie Tjibaou était visé lui aussi par ce guet-apens? Visé dans sa chair, dans son cœur, dans son sang, oui, bien sûr. Est-ce que ceux qui avaient monté le guet-apens, les mitries de la petite, est-ce qu'ils pensaient qu'il y aurait Jean-Marie Tjibaou? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils pensaient que Jean-Marie était là. Je ne sais pas. Jean-Marie était à Nouméa. À ce moment-là, donc physiquement, il n'était pas visé. Mais quand on vise ses frères, quand on vise sa famille comme ça, c'est pour le faire changer d'avis, c'est pour le faire revenir forcément sur quelque chose qui a été décidé, sur lequel il était. C'est ça, en fait,
Et c'est ça aussi qui, pendant les événements, mon frère m'a dit, pars à la tribune, ne reste pas sur Nouméa, parce que je ne sais pas ce qui peut arriver. Et comment je vais... personnellement, non, mais lui, oui, mais enfin, c'est pas lui, une il se crainte. sentait menacé? Éloi, ah oui, toujours. Quand il partait, même bien avant 84, quand il partait dans le cadre de son travail en tant que secrétaire général, il me disait, je pars, je ne sais pas si je reviens. Donc, quelque part, j'ai été préparée. Mais au moment, justement, de 84 et au moment où il part à Thio, il me dit, ne reste pas à Nouméa. Pas prendre du congé et rentrer à la tribu parce que si on te prend, je ne sais pas comment je vais réagir. Et c'est un petit peu ce qui était visé, je pense, par d'une part, et puis d'autre part aussi, les frères de Jean-Marie, tous ces militants-là de Tientanite étaient impliqués fortement. Loulou, qui était quand même le soutien de Jean-Marie sur le terrain, aussi un peu ce que Éloi faisait sur l'ensemble du pays, dans la zone de Yingen, son frère aussi était quelqu'un de très important pour qu'il puisse mener bien les négociations qu'il aurait eu à faire à ce moment-là, si l'État avait fait un geste vis-à-vis de lui, pour commencer à discuter. Alors, il faut qu'on avance, malheureusement, dans le déroulement historique de toute cette période. Les événements, ils atteignent leur paroxysme avec Ouvéa, 4 gendarmes tués, 19 preneurs d'otages tués aussi. Après la mission du dialogue, donc, qui arrive ici pour essayer de comprendre et d'instaurer justement le dialogue et la concertation, il y a la prise en charge du dossier calédonien par Michel Rocard, qui est alors Premier ministre, et puis les accords de Matignon. Vous faites partie de la délégation du FLNKS aux côtés de Jean-Marie Tjibaou. Je précise d'ailleurs que vous êtes la dernière survivante de cette délégation du FLNKS. Déjà, expliquez-nous comment vous êtes choisie, parce qu'une femme, vous êtes d'ailleurs la seule femme, comprenne le RPCR, comprenne le FLNKS ou l'État, vous êtes la seule femme à être présente. Comment ça se fait, comment c'est décidé? Quand il y a eu l'affaire d'Ouvéa, quand on a eu la nouvelle des morts d'Ouvéa, il m'a appelé, j'étais à la permanence de l'Union calédonienne à la vallée du Tir à ce moment-là, et il m'a demandé d'aller voir Jacqueline Lavellois, pour ne pas la citer, qui avait perdu son frère Vince. Et il m'a dit, tu vas et tu parles à Jacqueline. Pourquoi moi? Parce que moi et Jean-Marie et moi, nous savions ce que c'est que perdre un frère. Et donc, c'est moi qui suis allée voir Jacqueline pour lui dire. Et cette fois-là encore, eh ben, c'est une manière de dire... il y a eu toutes ces choses. 19 morts, c'est pas rien. 19 morts qui sont tombés encore pour la lutte du peuple kanak. Et malgré ces 19 morts, il faut aller discuter. Il faut aller discuter pour instaurer la paix dans ce pays. Il faut aller discuter pour construire notre pays. Voilà, ça y est, la France a bougé. Grâce à ce qui s'est passé à Ouvéa, je dis bien grâce à ce qui s'est passé à Ouvéa, l'opinion internationale a réagi, a fait pression sur le gouvernement français. Et donc, le gouvernement français réagit maintenant, nous prend en compte. Et donc, la mission du dialogue... Et donc, il faut aller discuter, et c'est pour dire aux Français, au gouvernement français, mais c'est surtout pour dire à nos gens qui ne peuvent pas accepter ces 19 morts, qui ont du mal à accepter qu'on aille encore parler avec cet État français qui vient de tuer les frères d'Ouvéa. Du mal à accepter ça à Ouvéa. Les veuves, les enfants et toutes ces choses, ça c'est terrible. Et pourtant, Jean-Marie doit aller discuter. Et il m'emmène avec lui pour dire que malgré tout ce qu'on a subi, tout ce qu'on a vécu dans notre chair, dans notre sang, il faut qu'on aille parler avec ceux qui sont les coupables, ceux qui sont à l'origine de cette comment dire ça? Cette guerre civile, de cette... Non, qui sont les responsables de ce qu'on nous a fait, de cette situation que nous vivons, nous deux, et les gens d'Ouvéa, plus d'autres aussi, d'autres familles, ceux de Tiendanite, et toutes ces choses-là. Malgré, il faut qu'on aille discuter avec ces gens qui ont armé ces bras-là, qui ont tué nos frères, quoi, qui sont responsables de la mort, de l'assassinat, du meurtre, des meurtres de nos frères. Parce que c'est ça, en fin de compte. Et je pense que la décision... Je n'ai pas posé de question. Pourquoi moi? Pourquoi faut-il que j'y aille? Jean-Marie, le bureau a décidé, l'Union calédonienne a décidé, il faut y aller. C'est la devise de l'Union calédonienne, c'est 2 couleurs, un seul peuple, mais c'est aussi, tu es à la disposition du mouvement. Quand le mouvement te demande de faire quelque chose, d'aller quelque part, tu ne poses pas de questions, tu y vas. Et je pense qu'à ce moment-là, Jean-Marie me choisit peut-être pas par rapport à mes compétences en termes de négociation ou ce genre de choses, mais Jean-Marie était un homme de symbole. Et oui. C'était un homme de symbole. Est-ce que vous parliez de l'Union calédonienne de couleur un seul peuple, est-ce que vous aviez l'idée déjà à l'époque, en dehors des souffrances du peuple kanak, est-ce que vous aviez l'idée également que
les communautés, la communauté d'en face était également impactée par ça. Est-ce que vous aviez, comme Jean-Marie Tjibaou, l'idée qu'il fallait que ça cesse effectivement de tous les côtés? Ah bien sûr, et c'est pour ça aussi que quand on va discuter, négocier les accords de Matignon, pour que ça cesse, pour qu'il n'y ait plus de morts. C'est le terme que Jean-Marie utilise aussi à ce moment-là, et qu'il faut qu'il n'y ait plus de morts, que ce soit de notre côté, que de tous les côtés, quoi. Puis qu'on puisse construire notre pays, d'où cette période de 10 ans, qui aurait dû se solder effectivement, pour construire le pays par tout le monde, et que ça puisse se solder par effectivement un référendum en 98, de consultation, encore une fois, sur le devenir du pays. Alors, quel souvenir vous gardez de Matignon, de ces négociations avec le RPCR, avec Michel Rocard? Est-ce que vous avez des anecdotes ou des souvenirs qui vous ont marqué? Il y a une anecdote, effectivement, mais ça, c'est de la part de M. Rocard qui nous a accueillis, effectivement, là-bas, et qui avait eu certaines discussions déjà avec Jean-Marie et M. Lafleur. Alors, on me voyait arriver, c'est quelque chose qu'il raconte toujours quand il revient ici, et qu'il fait une conférence à laquelle je suis souvent invitée d'ailleurs. Et chaque fois, il raconte cette réaction qu'il a. Quand il a vu dans la délégation du FLNKS qu'il y avait Caroline Machoro, il a dit c'est foutu pour les négociations. Celle-là, elle va tout foutre en l'air. Donc, ce qui n'a pas été le cas, vous avez été sage. J'ai été complètement sage. Je n'étais pas partie dans cet objectif-là, même si... En tout cas, notre délégation n'était pas partie dans cet objectif, même si au fond de moi, effectivement, il y a des moments où on aurait bien voulu envoyer promener certaines personnes. Sur place, là-bas, c'est pareil. Il faut aller dire bonjour. Jean-Marie me pousse pour que j'aille... J'étais prête à boycotter tout le monde, hein, à ne pas leur dire bonjour. Et il me dit, il faut que tu ailles dire bonjour à ces gens-là. Bon, je vais utiliser des termes crus. Les Blancs, à la limite, bon, j'en ai rien à faire. Hein, ils sont responsables, je ne reviens pas dessus. Mais ce qui m'a le plus fait mal, c'est qu'il y ait des Kanaks qui ont également participé à l'assassinat d'autres Kanaks, de leurs frères Kanaks. Et ça, j'ai du mal à admettre cette chose-là. Et c'est avec cet état d'esprit, en fait, que je débarque là-bas devant ces gens-là. Et pourtant, il faut aller les saluer, il faut... Voilà, et donc j'y vais, mais dans moi-même, je me dis, c'est pas possible. Et justement, à ce moment-là, c'est moins la mort de mon frère que ce que j'ai vécu à Tiendanit au moment de l'enterrement des 10 de Tiendanit. Les pleurs des mamans, des veuves, des enfants, les bruits des coups de poing sur les cercueils. C'est une vallée, Tiendanit, et ça résonne. Ils sont dans la petite église là-haut, et tout ça, ça résonne. Et donc ça, et en plus, il y a Joseph Mouarat qui lit un message de mon frère qui est à Thio à ce moment-là. Il ne faut pas oublier ça aussi. On parlait des événements de Thio. Éloi est à Thio. Ceux qui sont avec lui, ces petits soldats, ces jeunes-là, qui disent « on va se venger ». On a appris, les gens de Thio sont calfeutrés chez eux. Ils peuvent circuler, rien ne les empêche de circuler, mais ils ne bougent pas, ils sont chez eux. Ben, on va aller tuer quelques-uns, quoi. Et il a dit non, on ne bouge pas. C'est pas ça, c'est pas comme ça. Et par contre, il écrit ce mot-là en disant que la vengeance est un plat qui se mange froid. Et là, je suis tout à fait d'accord avec lui. Pour lui, la vengeance, c'est ce qu'il veut dire par ce mot-là, c'est que le jour où on est indépendant, on aura vengé tous ces morts-là. Et c'est l'indépendance, enfin la souveraineté du pays, l'ultime objet de la lutte du peuple kanak qui va effectivement, une fois qu'on aura conquis cette souveraineté, ce jour-là, on aura vengé tous nos morts, toutes ces victimes là, de la lutte. Un an après ces accords de Matignon, Jean-Marie Tjibaou et Yewene Yewene sont à leur tour assassinés à Ouvéa. Est-ce qu'à ce moment-là, vous vous êtes dit, c'est foutu, on n'y arrivera jamais? Non. J'étais à Paris en ce moment-là. Je suis restée parce que je faisais une formation supplémentaire dans le commerce international. Et donc, j'étais encore à Besançon, à la chambre de commerce. Et, quand vous avez appris la nouvelle? Quand j'ai appris la nouvelle. Et quand j'ai appris la nouvelle, ça a été un choc. En fait, j'étais dans ma belle famille, c'était un dimanche. Et les gendarmes sont arrivés pour m'annoncer la nouvelle. Et il fallait que je rentre tout de suite. Et donc, ils m'ont accompagnée jusqu'à Besançon, où j'avais encore une chambre là-bas où je faisais mon stage. Et de là, avec une voiture, jusqu'à Paris. Et j'ai pris l'avion pour venir tout de suite. Et ça a été un choc, effectivement.
Vous saviez les tenants et les aboutissants. Vous saviez que c'était, à ce moment-là, quand on vient vous prévenir, vous saviez que c'était Djoubeli Wea, que c'était un indépendantiste qui avait fait ça, ou vous avez pensé dans l'immédiat, comme tout le monde d'ailleurs? J'ai entendu à la télé qu'il a été tué, je ne sais plus par qui, mais en tout cas, le fait de savoir qui a tué, moi, la chose, c'était Jean-Marie et Yéyé non plus. Quand on a tué Jean-Marie, on a tué Yéyé. Et je suis rentrée, j'étais complètement anéantie, déboussolée. On était plusieurs, parce qu'il y a plusieurs étudiants qui ont repris l'avion avec effectivement Michel Blanc. Je ne sais plus exactement qui y avait encore dans cet avion, mais enfin toujours la délégation officielle qui venait à l'enterrement. Et j'ai pas vu tous ces jeunes, j'ai pas parlé avec vous, j'étais complètement prostrée, complètement. Mais pareil, pas de. J'attendais d'arriver pour voir. Vous n'avez pas perdu espoir? Ah non, jamais. Jamais. Je n'ai pas perdu espoir, mais je me rendais compte de la difficulté que les choses allaient avoir pour la mise en œuvre de des accords de Matignon dès l'instant où le guide Jean-Marie ne serait plus là, quoi. Lui, effectivement, on était plusieurs à avoir pris des décisions. Mais quand on est dans une organisation nouvelle qu'il faut mettre en œuvre, on a besoin de cette personne qui a dans la tête, en fait, l'esprit. Ce pari sur l'intelligence, toutes ces choses-là. C'est des mots, c'est des principes. Comment il faut faire pour mettre en œuvre? Et je savais que ça allait être difficile parce que quand même, Jean-Marie était unique. Je suis désolée, mais c'était ça. Yéyé, pareil. Bon, Yéyé aussi, c'était un petit peu dans le genre aélois. C'était dans le bureau de l'UC la personne qui faisait plus de terrain pour permettre à Jean-Marie de pouvoir négocier. Dernière question, Caroline Machoro, et c'est une question qu'on pose à tous les grands témoins. L'accord de Nouméa a fait entrer de plein pied la Nouvelle-Calédonie dans la décolonisation. 20 ans après, est-ce que vous diriez que c'est une décolonisation réussie? Alors déjà, l'accord de Nouméa, c'est la suite des accords de Matignon. C'est les accords de Matignon qui ont jeté les bases, effectivement, de la construction du pays, de la Nouvelle-Calédonie. J'ai dit qu'il devait se solder par un référendum qui n'a pas eu lieu en 1998 pour les raisons que l'on connaît maintenant, pour des raisons entre M. Lafleur et les indépendantistes. Bon, l'accord de Nouméa est venu après, effectivement, comme une suite pour poursuivre la construction et la décolonisation. Donc, c'est un processus irréversible, effectivement, qui doit se traduire, et ça, c'est l'accord qui le dit, par la consultation de 2018 sur l'accès de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté, avec le transfert des compétences régaliennes, avec un statut de plein exercice et avec la transformation de la citoyenneté en nationalité. Donc c'est ce qui va se passer le 4 novembre. C'est 20 ans. C'est 20 ans. C'est 20 ans. C'est difficile d'identifier la décolonisation. La décolonisation, le destin commun, ce sont des grands principes de cet accord de Nouméa. Alors, décoloniser, certains diront que décoloniser, c'est effectivement le rééquilibrage, c'est effectivement les usines qui sont montées, c'est effectivement des politiques publiques qui ont été faites pour construire, pour faire évoluer, effectivement, pour amener auprès des populations des infrastructures qui leur permettent de vivre bien. Mais la décolonisation, c'est aussi dans la tête des gens. C'est aussi la France qui petit à petit s'en va. Et là, par contre, je trouve qu'il y a un problème. Et c'est pour ça que nous avons effectivement demandé et accepté par le comité signataire l'année dernière qu'il y ait un véritable bilan et un audit de la décolonisation qui puisse être fait d'ici ces quelques temps, là, donc un audit avec des gens de l'ONU sur la décolonisation pour savoir exactement qu'est-ce qui a été fait. Ceci, c'est pas pour dire si la France n'a pas décolonisé, n'a pas fait son boulot, parce que c'était la responsabilité de la France dans cet accord de Nouméa. Si la France n'a pas fait son travail, il faudrait encore qu'on garde la France pour continuer. Et non, parce que c'est aussi un terme que nous pouvons nous-mêmes assumer aussi. La décolonisation en termes de présence française ici, non. Non, parce que la colonisation a continué. La continuisation qui consistait à dire avec l'ouverture de l'immigration, qui consistait à dire par Mesmer, par M. Mesmer, il faut faire du blanc, donc il faut ouvrir les frontières pour permettre, pour noyer les Kanaks dans ce pays. Ça a continué. Nous avons dénoncé l'immigration, les portes ouvertes à l'entrée des gens ici.
les problèmes que nous avons actuellement avec le corps électoral, où on veut effectivement filtrer. Pour vous? Problème racial? C'est pas un problème racial, c'est un problème, enfin racial, ça dépend de la manière dont on prend. Des immigrations, vous parlez des blancs. Oui, bien, c'est des étrangers. Des étrangers, il n'y a pas que des blancs, il y a des étrangers. N'oubliez pas qu'à un moment donné aussi, il y a eu une ligne directe entre ici et la Réunion. Bon, voilà, on parle de terre d'accueil en France, on parle d'immigrés en France, mais il ne faut pas oublier qu'ici aussi, ça existe. Mais c'est encore français. Et c'est pour ça. Ça veut dire que pour nous, c'est minorer. L'objectif de cette immigration, c'est minorer les Kanaks chez eux et permettre, effectivement, ou empêcher qu'à un moment donné, au moment de ce genre de consultation sur l'autodétermination du peuple concerné, sur l'autodétermination pour pouvoir accéder à la pleine souveraineté, qu'on ne puisse pas avoir la majorité suffisante pour ça et qu'on continue à être une terre de peuplement et une terre de colonie, une colonie. Jean-Marie Tjibaou disait qu'il fallait convaincre. Et convaincre les adversaires. Et convaincre les adversaires, ça n'est pas facile non plus. C'est pas aussi ce travail. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que je dis effectivement que cet audit-là va peut-être nous permettre effectivement de voir comment faire après 2018 pour convaincre les gens qui seront encore là que nous devons construire ensemble un pays, que nous devons organiser un pays qu'on aura obtenu en 2018, cette nation-là. Caroline Machoro, merci mille fois d'avoir participé au Grand Témoin. On se retrouve tous ensemble dans un mois. Merci.